Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast en ciel et marine, tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français, en partenariat avec France Bleu Normandie. Autour de la table avec moi pour cette émission, entre deux mises à jour de site, il a su libérer un créneau dans son emploi du temps de ministre pour parler du hack. Le capitaine d'actu, Romain, vous accompagne ce soir. Salut Romain. Salut, bonsoir tout le monde. La mer morte est un lac d'eau douce à côté de la quantité de sel qu'il va délivrer ce soir. Florian est des nôtres également. Salut Florian. Bonsoir à tous. Enfin, pour parler des perspectives à venir pour l'an prochain, nous ne serons pas trop de 4. Il revient dans les activistes. Clément fait son retour parmi vous ce soir. Salut Clément. Salut, bonjour à tous. Au sommaire ce soir, Clermont-Gaillard, retour sur Clermont Hack. Activez-vous, la rubrique des auditeurs internautes. Et enfin, 22, là la suite, premiers éléments sur 2021-2022. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre, et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 29, c'est parti. Une belle après-midi en Auvergne, un programme alléchant. La télévision, bien évidemment, tout était réuni pour que nous ayons un joli match de foot entre le Clermont Foot, favori à la montée cette année en compagnie de Toulouse et de Troyes, et notre Hack, dont on sait qu'il se déplace mieux à l'extérieur pour obtenir ses résultats que de les obtenir à domicile. On va commencer avec toi, Romain. Tout était programmé, on avait peur. Et on a vu dans la composition de l'équipe déjà une petite surprise, c'est que Quentin Cornet, qui après 2 bons matchs a été prié de voir si le banc de touche était confortable à Gabriel Montpied. Ça s'annonçait comment pour toi ce match face à une équipe qui certes était un petit peu en panne de résultats ces dernières semaines, mais qui était dans l'ensemble réputée pour être le plus beau jeu de la Ligue 2? Pour moi, j'avais les jambes qui tremblaient, ça s'annonçait mal. La plus mauvaise attaque, ou une des plus mauvaises attaques de Ligue 2, le Hack qui rencontre la forteresse de Clermont. Déjà, rien que par cette stat-là, je me suis dit comment on va faire. Est-ce qu'on y va avec nous aussi, on met le bus à l'arrière et puis tant bien que mal on essaie de tenir un 0-0. J'étais inquiet, aller chez le numéro 2 du championnat avec le jeu qu'on propose. Pour moi, voilà, je visais le point du nul à la base sur ce match. Florian, tu nous avais sorti pendant la semaine justement les statistiques d'ogre de Clermont. Est-ce que tu étais dans la même optique justement de se dire mais comment on va faire? Oui, moi je l'avoue complètement, j'avais peur. Ouais, meilleure défense à domicile, deuxième meilleure attaque à domicile. Bon, deuxième du championnat en plus de ça. Donc ouais, non, c'était assez... c'était assez mal embarqué sur le point de vue des stats. Après, on sait bien qu'on se déplace mieux, ça a légèrement équilibré, mais je me suis dit, avec un adversaire aussi fort qui joue quelque chose de très beau et de très gros, surtout pour un club comme Clermont qui ne l'a jamais vraiment vécu. Donc je me suis dit que ça allait être très très compliqué et on espérait surtout, en tout cas de mon côté, de ne pas prendre ce qu'on appelle une pilule ou une volée, quoi. Clément, la pilule dont parlait Florian, on a eu très peur parce que l'entame de match a été très très compliqué, pour pas dire autre chose, et sans un grand Mathieu Gorgelet et une grosse réussite, on aurait pu être à 2-0 au bout du premier quart d'heure et on aurait peut-être pas le même discours qu'on aurait dans l'émission. Ouais, merci aussi à la barre parce que notre ami Outounji, clairement, là, il fracasse la barre à bout portant, c'était pas mal aussi. Sinon, mais je pense que c'est surtout le raté. Je veux dire, Bayo là qui tire sur Gorgelin sur corner, là, je pense que c'est ça qui les enterre un peu parce que ce but-là, normalement, il doit le marquer. Et derrière, on sent qu'il doute un petit peu et Le Havre fait un petit peu plus ou moins son retard au niveau de nombre d'occasions. Et puis, cette magnifique, moi je trouve une très très belle action construite par Alioui côté gauche et Koulibaly, très bon hier soir malgré sa grande erreur de marquage, qui fait une passe D pour Thierry. Involontaire, mais belle passe D et Thierry qui nous met un beau but. Mais sinon, ouais, je pense que c'est Bayo qui les met un peu dedans, malheureusement, même si c'est un joueur qui est pourtant correct. Et là, il rate l'immanquable et voilà. Derrière, ils sont punis. On va reparler du but justement. Tu as mis en exergue justement les points que je voulais voir sur le beau travail d'Alioui. Je pense qu'on n'en va pas en parler parce qu'au final, c'est dans l'action, il y a déjà Koulibaly ensuite Thierry, mais Alioui, il fait un très beau boulot sur le côté gauche. Il était très en vue justement samedi après-midi. Woyo qui sort de ses 3 matchs de formol et son match au banc de touche pour nous faire une belle prestation du point de vue offensif, défensivement effectivement.
effectivement, ça a été au final plus compliqué et ça m'énerve parce que j'avais insisté sur le fait que je l'avais trouvé plutôt bon, moi, sur cette partie. Une jolie frappe, j'aurais tellement aimé qu'il marque, ça aurait été bien, mais au final, c'est Thierry qui marque pour une fois. Il n'aura pas obtenu de penalty, mais au moins, ça fait un but, ça fait 1-0. À ce moment-là, Romain, on est d'accord, c'est entièrement contre le concours du jeu que ça se passe. Ah ouais, complètement. Au bout d'un quart d'heure, on n'est pas loin de perdre 3-0, hein, vous l'avez dit, avec la barre, avec 2 arrêts de Gorgelin sur sa ligne. C'est complètement contre le cours du jeu. On n'avait pas proposé grand-chose, mais il faut dire aussi, comme on vient de le dire, qu'il y avait des vagues clermontoises qui arrivaient sur notre but, donc on était plutôt en train d'essayer de bien défendre, hein. Et puis là, il y a Woyo, il y a Alioui qui sortent des bois, là, puis qui nous construisent une belle action. Koulibaly, il a vraiment proposé sur ce match-là. J'ai vraiment adoré ce qu'il a proposé en attaque. On parlera après sur le plan défensif, mais au moins sur le plan offensif, il a vraiment été très bon sur la partie. Et puis Thierry qui traîne dans la surface, bon, c'est vrai que le ballon lui revient, je vais pas dire par hasard, mais bon, il a le mérite d'être là et puis il la pousse. C'est vrai que ça fait du bien à ce moment-là du match. On a un gros espoir là qui arrive et puis on se dit est-ce qu'on va réussir à tenir sur 1-0 là? Florian, dans la continuité, au final, le 1-0, on se demande si on va le tenir, mais quelques instants après, on est à deux doigts non seulement de faire le break sur à nouveau une action de Koulibaly pour Alioui, et ça se joue à quelques centimètres que ça fasse 2-0 et d'être très très tranquille d'ici le premier quart d'heure, ce qu'on n'aurait même pas imaginé sur ce qu'on avait vu précédemment. Bah oui, bah après pour revenir sur le but, une action bien construite, ça revient sur Thierry avec un peu de chance. J'aime mettre aussi le point sur le fait que Thierry il arrive quand même à tirer sur le défenseur, mais bon ça va, le défenseur était un peu désaxé, donc difficile de la sortir. Donc tant mieux, il marque, ça lui donne un petit peu de confiance. Bon, je pense que la deuxième occasion d'Alioui a mis un coup derrière la tête de Clermont, parce que s'ils se prennent le 2-0 là, c'est l'hécatombe. Et ça les a refroidis parce qu'ils dominaient, ils se prennent un but, ils peuvent se reprendre un juste derrière. On a senti juste après qu'ils étaient très refroidis, qu'ils osaient moins aller vers l'avant. Pour ceux qui étaient sur beIN Sport, vous avez peut-être pu entendre les analyses de Margot Dumont, qui bord terrain a vu qu'un des défenseurs n'osait pas trop aller vers l'avant par peur de se découvrir. Donc j'ai cette sensation que les deux grosses occasions avec le but là ont bien refroidi Clermont et par la suite ça nous a mis bien. Ensuite on va arriver à la mi-temps avec ce fait de jeu encore de Thierry. Thierry était un peu l'homme de la première mi-temps en tout cas sur les faits de jeu et ça nous met bien à la pause. Clément, donc on va revenir donc sur le fait de jeu juste avant la mi-temps. Le Clermontois, Sédou qui pète un câble carrément. Le tacle des deux pieds décollés par derrière sur Jamal Thiaré. Jamal qui sortira d'ailleurs en début de seconde période, probablement suite à ça. Et on a même vu là sur les images. Justement, on parlait de Bayo qui est à l'autre bout du terrain et voit son coéquipier faire ça. Il se prend la tête à deux mains. Vraiment, genre, il y a aucun Clermontois qui va contester, mais il se dit, mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah ouais. Et en plus, c'était un gars qui jouait pas beaucoup, je crois, c'était le remplaçant comment, je sais plus quel joueur à droite là, mais c'est un mec qui joue pas beaucoup. Et ouais, faire ça, c'est dommage parce que leur match était assez cohérent, même s'ils ont pris un but. Et nous derrière, moi je me dis, ils rentrent à la mi-temps avec ça, je me dis putain, je me rappelle du match contre Caen je sais pas, il y a un an là où pareil, on menait un 0 à 10 et derrière on s'était pris un but en seconde mi-temps parce qu'on avait trop reculé. Je me dis, ça risque de nous desservir. Ils vont vouloir jouer trop tranquillement, ils vont vouloir jouer trop facile et vouloir trop contrôler. Et voilà, moi j'étais pas forcément plus emballé que ça par le carton rouge en fait. C'est assez paradoxal parce qu'avec le Havre, on sait que quand il y a un avantage, en général, ils ont du mal à le saisir. Et là, c'est ce qui s'est passé. Romain, est-ce que toi tu penses justement comme Clément? Parce que moi je suis pas comme ça. Je me dis, tu mènes 1-0, tu es à deux doigts d'en marquer un deuxième. Une fois justement que tu as marqué en face, ça s'est refroidi. Tu reprends la main sur le match. Carton rouge pour ton adversaire juste avant la mi-temps, mais normalement t'es plus que tranquille et tu roules vers la victoire.
À ce moment-là du match, moi je l'ai écrit, hein, c'est scénario parfait. C'est scénario parfait, c'est même pas hold-up, c'est le scénario rêvé pour une équipe comme le HAC à Clermont, qui va rentrer à la mi-temps avec un but d'avance, avec un joueur de plus sur le terrain. À ce moment-là du match, je me dis, on ne peut que gagner ce match. Florian, toi, tu l'avais dit que pour toi, la victoire, c'était le maintien, et que s'il n'y avait pas victoire, ça serait pas la même chose au niveau de tes commentaires. La deuxième mi-temps ronronnait pendant une petite demi-heure, et Clermont nous a rendu à la 72e l'appareil de ce qu'on leur avait fait en première période. Tu rentres à 1-0 à 11 contre 10. Je sais que Polo il aime bien gérer. Malheureusement, j'ai cette sensation que j'ai pas le souvenir de résultats bien gérés. Enfin, un résultat quand on a 2-0, oui, mais quand il y a un but d'avance, j'ai l'impression que c'est toujours la même histoire. Donc ouais, moi je me dis, même si c'est Clermont, je me dis quand même, 11 contre 10. En plus, on voyait qu'on avait le ballon, que le rythme qu'il était tout calme. Je voyais les deux commentateurs qui nous disaient le Havre qui gère un rythme qui convient au Havre. Je me dis, qu'est-ce qui peut nous arriver? Parce qu'il peut nous arriver, c'est la spéciale axe, c'est de ne pas tenir un résultat. Se prendre un but, après je ne dis pas qu'il n'est pas mérité pour Clermont sur l'ensemble du match. Mais c'est... En plus, quand tu vois que 71e, le coach Gassian, que je tiens quand même à féliciter, il fait rentrer le passeur et le buteur à la 72e, il y a but. Ça fait sourire jaune, mais ça fait sourire. Puis après, sur la fin de match, sur la continuité, on voit que le Havre bizarrement se réveille à des occasions. Boutaïb sur la barre, Boutaïb qui passe à 10 cm du poteau, Meras dans la surface, Fontaine qui part sur un côté, Koulibaly qui fait ses percées sur le côté. Mais c'est quand il y a 1-1, c'est pas quand il y a 1-0, il faut mettre le deuxième but. Donc c'est un résultat qui est énervant. Alors évidemment, je rejoins l'analyse sur début de match, je signe, mais vu la physionomie, moi ça me convient pas. Eh ben, on va rentrer maintenant dans le débat qu'on avait, parce que moi, je te rejoins sur ce côté. C'est effectivement le 1 partout à 14h59, je le prends sans problème. Vu la physionomie du match, pour moi, c'est 2 points de perdu. Et quand Paul Le Guen dit ce résultat n'est pas hold-up, non, c'est pas un hold-up, mais c'est justement ça ce qui m'embête, c'est que c'est pas un hold-up, mais c'est un gâchis. C'est un gâchis de 2 points. Et il le dit lui-même, c'est que gagnant en plus à Clermont samedi, tu aurais eu encore 2 points de plus. Ton objectif de maintien était encore un peu plus affiné, et il aurait peut-être pu faire tourner un peu plus son effectif que ce qu'il va le faire à Rodez. Il l'a dit clairement. Il avait prévu de faire une grosse revue à Rodez, chose qu'il ne pourra pas faire, au moins dans les mêmes proportions, parce que le maintien n'est pas officiellement assuré. Mais bon, en tout cas, nous, en procureur, on a donné notre avis avec Florian. La parole va être à la défense. Clément, tu vas commencer, et Romain, ensuite, tu enchaîneras. Ouais, alors pour ce qui est du maintien, je pense qu'on va se maintenir assez rapidement quand même. Hein. On a 8 équipes derrière nous, je sais pas, c'est 4 points d'avance sur Caen, c'est ça, et 6 ou 7 sur Guingamp. Franchement, 6 sur Guingamp, ouais. Bon, franchement, je pense que ça va le faire en 5 matchs. Je pense quand même qu'on va réussir à prendre 1 ou 2 points. Hein, en 5 matchs quand même. Et derrière, ouais, il y a juste le fait en effet qu'on puisse pas forcément aligner une équipe de jeunes contre Rodez, c'est un peu dommage. Mais après, est-ce que c'est vraiment dommage, est-ce que c'est vraiment du gâchis? Franchement, moi, avec le Havre, on est tellement habitué justement à ça. Tu m'aurais dit, ouais, on se bat pour le titre, on est à 2 points d'Auxerre, machin, et puis on fait. Là, je t'aurais dit, ouais, c'est sûr. 12e, en sachant qu'on n'a pas grand-chose à jouer. Du gâchis en sachant qu'on joue Clermont en plus et que nous c'est pas une saison où on est exceptionnel. Non, même je pense que on aurait. Et franchement, moi je nous voyais même faire perdre 2-1. Je me dis putain ils vont perdre 2-1. Non, finalement ils ont réussi à faire 1-1. Franchement, au vu de la saison du Havre, je pense que c'est un résultat logique. Gâchis, je pense pas. Hold up, je pense pas non plus. Voilà, moi ça me fait ni chaud ni froid. Je trouve que c'est normal, un résultat normal. Alors, Romain, robinet d'eau tiède, ou toi, tu vas aller encore plus loin dans la défense du résultat de samedi? À la mi-temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, je dis scénario parfait. C'est pas, on peut.
comment dire, c'est pas, ils ont pas le droit de perdre le match, c'est on va peut-être le gagner. Voilà. Mais après, à la fin du match, quand je regarde en arrière sur toute la rencontre, encore une fois, au bout de 15 minutes, on n'est pas loin de perdre au moins 2-0, au moins. Bon, voilà, donc je me dis, on repart avec un point de Clermont. C'est Clermont, ils sont deuxième. Euh, non, moi, je suis pas je suis pas déçu. Je suis pas déçu de ce match. Ils ont proposé des choses. Ok, malgré le scénario, on n'a pas tenu le score, mais quelque part, c'était écrit, quoi. Quelque part, je suis un peu, je suis un peu blasé, C'est le mais clan des voilà, j'aurais fatalistes. signé. Non, aujourd'hui, J'aurais. c'est le clan des fatalistes. Toi, c'était écrit, Bah, c'est sûr, t'as l'habitude. Mais Ah, oui, les mais gars, oui, j'aurais signé pour ce match nul avant le match, on pense. l'obtient, donc je repars content. Même malgré le scénario du match, je repars content de Clermont, on a un point. La seule chose qui me chagrine, c'est que le maintien soit pas encore acquis mathématiquement, et qu'on sait très bien que ça a une influence non seulement sur le match de Rodez, et là Paul Le Guen l'a dit, mais aussi sur comment on va construire la saison prochaine, et ça on en parlera tout à l'heure. C'est ça qui me chagrine, c'est que j'aurais voulu qu'à cette période-là de la saison, on en sache un peu plus sur l'avenir. C'est juste ça. Mais par contre, je suis pas déçu du match et du point qu'on ramène de Clermont. Après, si je peux juste rajouter quelque chose, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, mais moi, depuis quelques matchs, je vois émerger un vrai collectif. C'est vrai que je me rappelle pas beaucoup non plus des saisons comme ça où on avait un collectif. Là, on n'a pas de joueurs qui font, comme on avait avec Kadewere ou Haro ou Moussé, des joueurs qui font la différence individuellement, mais un vrai collectif comme ça fait quand même quelques saisons qu'on n'a pas eu. Et j'espère que les mecs, ils vont continuer comme ça, qu'ils vont continuer d'avoir une bonne équipe comme ça, peut-être pour la saison prochaine, justement, intégrer de nouveaux joueurs dans le collectif et que ça aille un peu plus haut. Parce que franchement, ça fait plaisir à voir. Je trouve qu'ils se dépassent, ils jouent les uns pour les autres et franchement, juste pour ça, il faut quand même dire bravo à Le Guen parce que c'était pas évident d'avoir un collectif avec cette équipe-là. De toute façon, on va en reparler de la composition et tu vas nous donner aussi ton avis. Alors, pour nous, à notre niveau, nous avons fini de parler du match. Maintenant, chers amis auditeurs, c'est à vous. Les réactions arrivent. Activez-vous, c'est maintenant. Romain, il y a eu de la discussion entre nous. On imagine que ça a été la même chose sur Twitter et sur tous les réseaux pour parler de ce match. Ouais, bah, je vais commencer par Julien Le Cacheur, hein, qui a l'habitude de nous écrire après les rencontres. Donc, il nous a fait 2 tweets. Donc, il parle de gâchis. Donc, il nous résume ça comme ça. Tu résistes aux assauts, tu marques un but dans le jeu après une belle construction. Tu joues en supériorité numérique, tu t'endors, tu te fais égaliser sur la seule occasion clermontoise de la seconde, et derrière, tu te réveilles trop tard. Bref, c'est le hack. Il a quand même trouvé un point positif, tu fais le jeu égal avec le second du championnat, tu continues ta belle réussite à l'extérieur. Enfin un réveil de Boutaïb malchanceux, Alioui confirme encore, et bravo à Koulibaly, clairement son meilleur match de la saison. Boutaïb malchanceux, je sais pas si... Oui. Enfin, moi, Boutaïb, il a touché combien de ballons en seconde mi-temps? Il a touché quoi? 10 ballons? En max? Je sais pas, moi je trouve pas... Franchement, Boutaïb, je suis peut-être dur avec lui, mais pour moi, malheureusement, il a plus rien à faire en tout cas au Havre. En pro, je sais pas. Mais bon, encore une fois, c'est une erreur de recrutement. C'est un mec, voilà, il a 34-35 ans. On voit qu'il a plus les cannes. Quand il faut accélérer un petit peu, il est plus là. Après, ce qu'il sauve, c'est ses réflexes de buteur et ses réflexes dans le déplacement. Voilà, c'est comme un très bon joueur. Et voilà, après, malheureusement, je pense que c'est pas forcément avec lui qu'on va construire l'an prochain, quoi. On verra parce que de toute façon, on a bien lu qu'il était, lui, par contre, il était engagé jusqu'à fin Enfin, 2022. il va rester, hein. Il va rester, mais après, ça va faire une franchise, quoi. De très très fortes chances qu'il reste. Et en plus, je crois qu'il a une option, je crois, automatique si on monte. C'est si super. En plus, à la fin de la saison prochaine, on l'a encore une année, une année en plus, je crois, de mémoire. Romain, vas-y, enchaîne. Roméo Clos qui nous dit pas forcément de déception vu les parades de Gorgelin en début de match. Un très beau match avec un hack tourné vers l'offensive et qui pousse l'adversaire à la faute. Dommage qu'on lève le pied en début de seconde mi-temps, mais j'ai pas le sentiment de frustration habituelle. Voilà, Roméo Clos, il est de mon côté. Flo, tu veux rebondir là-dessus? Oh non, je vais pas rebondir là-dessus. La vie se comprend et je suis pas frustré non plus. Je suis juste un peu déçu sur. Pour moi, on pouvait avoir mieux, voilà. Et Roméo Clos, d'ailleurs, qui avait tweeté dans le match, dans la discussion que j'avais eue avec lui, il était déjà satisfait sur le fait que l'intention de l'équipe était d'aller de l'avant. Il était déjà, il aimait déjà ce point-là, et c'est vrai que c'était assez sympathique. Fanatique du 76-13, vu la physionomie du match, on aurait dû gagner. On aurait signé pour prendre un point, mais le regret d'avoir laissé passer un gros coup pour le maintien. Maintenant, on tient notre série, c'est positif. Et puis apparemment, notre devise, c'est quand le 1-1 nous va si bien.
C'est Bah, ça drôle, rejoint un peu ce qu'on a dit au début du match. L'important, c'est les 1 point. Hein. Voilà. Pas mal, pas mal. Tyranner qui nous dit que même Cook à Auxerre, on avait les moyens de gagner. Avec une victoire, on aurait eu les 42 points. Boutaïb a été intéressant au moins. Au moins. Ouais. Oui, Il a eu 2 possibilités de marquer. Il n'a jamais eu autant depuis son arrivée, vu qu'à Amiens, il en avait eu qu'une seule et que depuis, il n'a rien eu. Non mais moi j'aurais besoin d'avoir votre avis parce que je sais pas, peut-être que je suis le seul à penser ça, mais par rapport à un mec comme, je sais pas, par exemple Andrea Tsima où lui il a vite coulé, mais est-ce que vous voyez une nette différence entre lui et Andrea Tsima par exemple? Est-ce que vous voyez Les gars, je pense que je peux la prendre celle-là parce que Oui, celle-là, tu peux répondre, ouais. c'est ma Allez, pour toi. spéciale. Je dis depuis quelques semaines que Boutaïb ressemble de plus en plus à Faneva Andrea Tsima. Mais c'est ça, hein. Et effectivement, hier, ça s'est joué à une barre pour qu'il soit meilleur. On verra à la fin de la saison s'il a au moins marqué un but, vu que là, ça commence à prendre le challenge de savoir est-ce qu'il va marquer un but, ne serait-ce qu'un seul but, pour faire juste mieux que Faneva Andriatsima. Puis en plus, ça aurait été ironique qu'il marque hier à Clermont, qui est le stade dans lequel Faneva Andriatsima est allé après le hack. Donc ça aurait été rigolo. Est-ce que Faneva avait déjà touché la barre? Je me demande si est-ce que Faneva avait déjà touché le ballon aussi? Ça, c'est la vraie question. Mais c'est Est-ce quand même que grave. Faneva a vraiment joué au hack? Ça sera une légende urbaine dans quelques années. Hein. Ça sera une légende urbaine. mais lui, en plus, il est parti au bout de 6 mois. Boutaïb, on risque de se coltonner pendant 2 voire 3 ans, si on monte, mais 2 ans déjà. Et puis, je tiens quand même à rappeler que au mois de décembre, Boutaïb, c'était censé être le mec le meilleur à l'entraînement. Il allait sauver l'équipe du Havre. Et maintenant, on se demande s'il va marquer un but, quoi. Franchement, ça me. On va étayer ça dans la dernière partie. On va étayer ça. Puis je vais terminer par Niglo76 qui nous dit que c'est l'un des plus beaux matchs, première mi-temps surtout, qu'il a vu cette saison. C'est vrai. C'est un beau match, mais je vais être froid. Si Clermont a de la réussite au bout de 13 minutes, je ne sais pas si on dit la même chose. Non, on regarde plus le match après. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Tu vas faire tes courses. Chers amis auditeurs, encore une fois, vous avez du talent, on vous en remercie. On va embrayer maintenant avec Flo qui va nous faire une petite présentation dont il a l'habitude sur les prochains matchs et les prochains points à retenir des équipes que nous allons rencontrer. Pour un petit point classement, on est 6 points d'avance sur Guingamp 18e et il reste 5 matchs à jouer. Déjà, mardi, grâce au parcours de Toulouse en Coupe de France, le Havre ne joue pas mardi, mais il y a un petit match mardi soir qui sera surveillé. Il y a un Guingamp-Chambly. Ah, c'est bien ça. Un Guingamp-Chambly, donc ouais. À moins qu'il soit très fort, il y a une des deux équipes qui ne va pas gagner, c'est forcément sûr, voire les deux. Donc ça sera un résultat à regarder. Et juste après, nous, on ira à Rodez. Donc on sait qu'on est meilleur à l'extérieur. Et je voulais avoir votre avis sur les 5 prochains matchs. Donc on va à Rodez, on reçoit Toulouse, on reçoit Chambly, on va à Valenciennes et on reçoit Troyes. Moi, je pars du principe que sur ces 5 matchs, je pense qu'on va prendre 4 points. Mais attention au scénario. Si tu pars à Rodez parce qu'il manque des gens, ensuite tu vas à Toulouse qui est un petit peu une machine de guerre, et qu'après tu reçois Chambly, sachant que nous à la maison c'est une catastrophe, et que si Chambly bat Guingamp par exemple, et ensuite fait un match nul, et arrive à la maison, tiens, les Havrais ils sont à portée de mire, et si on allait les emmerder, attention à la fin de saison, parce qu'après il reste Valenciennes et Troyes qui jouent le titre. Alors, je vais te parler du sujet Chambly parce que c'est un club qu'on aime bien. Chambly, ce qui est très dommage pour eux en fait, c'est qu'ils ont loupé le coche à Valenciennes. Ils ont loupé le coche à Valenciennes de réussir à gagner, et que si par contre ils avaient battu Valenciennes et donc s'ils avaient 3 points de plus au classement à l'heure actuelle, on rigolerait, je pense, beaucoup moins de Chambly qui ne veut pas mourir et ils sont dans les soubresauts et dans les matchs à surveiller dans les prochains jours. Donc toi, tu parles du Guingamp Chambly qui va vraiment valoir son pesant d'euros entre une équipe qui veut pas mourir et Guingamp
apparemment un petit sursaut là ces dernières semaines. Et il y a un autre match aussi qui va être intéressant, c'est le camp Dunkerque qui se profile aussi, qui va être très 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 compliqué pour eux. Et si Dunkerque lui aussi venait à gagner, là par contre, il y a nos amis de l'autre côté de l'eau vont peut-être eux aussi se lancer dans la spirale parce que nous, notre calendrier est déglingo, mais je crois que le leur est pas mal non plus dans le genre. Donc, est-ce qu'on va se sauver rapidement? Oui, je rejoins Clément sur le fait que normalement ça va le faire. Il y aura peut-être aussi des équipes qui seront assurées d'ici là, soit de monter, soit de pas monter, et qu'il y aura des niveaux de motivation qui seront un peu différents. Je pense à une équipe comme Valenciennes qui est trop loin pour viser les playoffs et sera peut-être sauvée d'ici là. Ils vont peut-être commencer à sérieusement lever le pied. On pourra aussi peut-être prendre des points au stade du Hainaut. En tout cas, merci Florian pour cette analyse. Nous allons maintenant pouvoir attaquer notre dernier sujet et nous allons voir ce que nous promet la saison prochaine, en tout cas à l'heure actuelle. 22, voilà la suite. Nous en avions parlé la semaine dernière, nous revenons aujourd'hui sur l'article fait par Benoît Donquel dans le Paris-Normandie avant le match face à Ajaccio. Plusieurs éléments nous ont interpellés quant au contenu, des éléments à mettre en perspective à la vue de l'interview que Pierre Ventier a donnée sur la situation financière du HAC en particulier et des équipes de Ligue 2 de manière générale. On y apprend pêle-mêle que si la prolongation d'Alex Bonnet devrait se décider rapidement, nombre de jeunes ne connaissent pas leur avenir. Si Benjamin Capron-Litic sait déjà que l'aventure se terminera en juin, on attend de savoir si Marmoud, en fin de contrat stagiaire, signera pro, malgré la règle qui valait qu'un jeune devait avoir un contrat pour jouer en première. Et s'ajoute à ça les cas de Fofana et de Wahib, sous contrat 1+2, dont on attendra de voir s'ils affirmeront leur option. Ajoutez à ça les déclarations de Paul Le Guen, qui, après avoir dit à Foot Normand que le recrutement serait très limité pour la saison prochaine, a déclaré qu'il souhaitait un effectif réduit alors qu'il n'avait déjà pas pléthore en attaque et en défense, et vous obtiendrez un mix où nous allons essayer de faire un point de passage, alors que la mission maintien, bien que non obtenue, semble se destiner plus distinctement qu'il y a un mois. Clément, je voudrais avoir ton avis, vu qu'on a abordé le sujet précédemment dans les autres parties de l'émission. Au niveau de l'effectif qui s'annonce pour la saison prochaine, tu as déclaré que le collectif qui se dessinait était sympa. Est-ce que le collectif qui se dessine va se dessiner avec les mêmes joueurs, à ton avis, vu les problèmes financiers qui s'annoncent pour notre club? J'espère plus ou moins les mêmes joueurs, à part Merache et Basile. Mais sinon, ouais, j'espère quand même surtout garder les deux que je voudrais. Si on pouvait les garder, c'est Mayembo et Local. C'est vraiment les deux que j'aimerais voir rester au Havre encore un an de plus. Après, le collectif, ça fait pas non plus. Il faut aussi un petit peu de talent. Du talent, on en a. Hein, on a quand même quelques joueurs de talent. Mais le gros chantier, ça va être surtout devant. Et je pense au niveau des latéraux aussi, à droite et à gauche. Romain, pour toi, on redessine Paul Le Guen qui déclare vouloir réduire l'effectif. On en avait déjà parlé dans le numéro 0, donc c'était de ça il y a 9 mois. On avait vu qu'il y avait déjà un problème de quantité en défense et en attaque. Il veut réduire encore son effectif. On joue à 18 l'année prochaine, et avec le risque justement d'avoir des pénuries. On fait appel à des jeunes encore du centre de formation, mais qui n'ont jamais rien connu. Comment tu vois, toi, la vue de l'effectif sur ces points-là, à la vue des déclarations de Paul Le Guen? Je suis assez inquiet parce que, alors je comprends la situation financière, c'est pas le problème, mais de dire encore un effectif réduit déjà quand on voit la peau de chagrin qu'on a cet été, ça fait un peu peur. En plus, quand on rajoute à ça que les quelques jeunes qui pouvaient sortir du lot ne sont pas encore fixés sur leur avenir et que soi-disant ils sont pas si bons que ça ou ils ont pas le niveau. Si c'est pas des jeunes qui sortent du centre de formation, qu'est-ce qu'on va mettre sur le terrain? Parce que on peut se dire limiter les aspects financiers, ça veut dire mettre des jeunes ou sortir des jeunes du centre de formation, mais là on n'en prend même pas le chemin, ou en tout cas on se rend pas qu'on prend ce chemin-là non plus. Alors je sais pas ce qu'on va aller chercher, des joueurs qui sont au chômage ou peut-être qui sont libres, ou je sais pas ce qu'on va aller chercher. Alors après il y a quand même des gros chantiers qui s'annoncent. Le remplacement de Merache, on va le faire avec qui? Mayembo, il va falloir le garder parce que avec le match encore qu'il a fait à Clermont ce week-end, je veux dire, puis la saison qu'il fait, j'imagine pas un départ de Mayembo. Et puis en attaque, je veux dire, on va pas rattaquer la saison prochaine avec un Thierry Boutaïb. Enfin,
pas envisageable. Alors d'un côté, je comprends très bien ce qui a été déclaré et les situations financières là-dessus, je vais pas revenir là-dessus. Mais d'un autre côté, je me pose quand même beaucoup de questions sur les chantiers à venir et comment on va les traiter, quoi. Bah, tu parles du fait de Fernand Mayembo. La question, c'est tu l'imagines pas. Moi, j'imagine bien, malheureusement, s'il a une offre qui s'élève à partir d'1,5 million, ça va commencer à réfléchir parce qu'on sait que le marché n'est pas extensible. Fernand a encore 1 an de contrat, je crois, derrière lui. On arrive dans la situation où le mec se révèle dans son avant-dernière saison et dans un club comme le nôtre, bah, est-ce qu'on est en moyen de lui offrir? Se pose aussi, donc, on va revenir sur la question de Marmoud. Le contrat, on a vu, c'est on va faire une offre raisonnable. Et moi, quand on fait des déclarations, on va faire une offre raisonnable dans les médias, ça m'inquiète s'agissant d'un jeune qui a été récemment appelé en équipe de France U20. J'ai très peur que ça fasse encore un jeune qui s'en aille. Et par contre, je te rejoins totalement sur l'attaque Thierry Boutaïb. Si on reprend les mêmes éléments, bah, il n'y aura pas de raison que le résultat du plat soit différent. Florian, toi, est-ce que tu vois quelque chose en plus justement dans la construction de l'effectif qui s'annonce pour la saison prochaine? Niveau départ, je pense que Meras part et Basile part. Après avoir Mayembo, donc il faudra forcément un latéral gauche. Je pense que le reste de la défense, si Mayembo ne part pas, c'est très correct. En plus, avec Basque en couteau suisse, ça devrait suffire. Le milieu de terrain, pour moi, c'est bon si on joue à 2 ou à 3. Si ça prolonge Bonnet, c'est parfait. Après, bon, tu gardes Fontaine, même si je sais que les gens ne sont pas fans, tu le gardes. Alioui a fait une très bonne saison. Cornet, il y a du mieux. Thierry, il sera utile. Moi, c'est la question de l'attaquant. Il faut un vrai buteur, parce que cette saison, on est la pire attaque de Ligue 2. Donc c'est là qu'il y aura du chantier. Après, low cost, pas low cost, on peut trouver des pépites. On a eu par le passé des prêts de joueurs de Ligue 1 qui ont été bons. Alors, faire attention avec des joueurs de Ligue 1, il faut des joueurs de Ligue 1. Quand je dis Ligue 1, il ne faut pas non plus qu'ils visent le top 5, mais des gens qui connaissent le football et pas un gars qui a fait 2 matchs dans sa carrière. Donc ouais, à surveiller. Après pour le cas Mahmoud, bah moi je sais pas vous, mais dire dans la presse on va faire une offre raisonnable, c'est pas un très bon souci de com encore là. Ça fait bizarre. Parce que moi, J'avoue. je suis un club de Ligue 1, je m'intéresse un peu, en plus quand les clubs de Ligue 1 ils connaissent là, souvent il y a des petites pépites qui sortent. Tu vois un international jeune français, et t'entends on va faire une offre raisonnable, bah tu dis ok, donc offre raisonnable de Ligue 2, allez, on fait 5000 de plus, j'ai une bêtise, hein. Et bah voilà, t'es l'agent de Marmouth, tu fais bah ouais mais on a, je te dis une bêtise, je sais pas, une équipe, allez, on a Angers, là, ils nous font une offre, puis on Angers, dit ouais, oui, c'est tout à fait le type de club qui pourrait justement s'intéresser. Et une offre raisonnable d'Angers, c'est pas une offre raisonnable du Havre, hein. voilà. Ça tape beaucoup plus haut. Oui. Et du coup, bah, une offre raisonnable d'Angers, bah, t'as l'agent de Marmoud, il met sur la table, il fait, bah, il nous propose ça, puis bah, t'as là, il fait, ah bah, on peut pas s'aligner. Bah, puis bah, l'agent, il fait, bah, vous avez plus Marmoud. Et puis bah, voilà, problème réglé. Donc, enfin, moi, c'est ma vision, c'est cette déclaration qui me gêne. Après, qui ne veut pas mettre la blinde sur Marmoud, je peux le comprendre. Mais c'est comme si vous voulez faire des enchères et vous voulez vendre un produit à un gars, il fait, ouais, allez, à 15 euros, je le laisse. Bah, le gars, il fait, bah, ok, bah, je vous le prends à 15 euros. Bah, c'est un peu pareil, t'aurais pu peut-être en tirer plus, mais non. Hein, pour moi, c'est un peu une erreur. Je pense que ça peut le faire, mais moi, je serais pas étonné que. En plus, c'est la spéciale au Havre, hein. Ces dernières années, on a eu le cas avec Badé, d'ailleurs, qui s'amuse bien. Il va peut-être jouer l'Europe l'année prochaine. Donc, moi, je serais pas étonné que Marmoud parte. Je te rejoins. Je te rejoins dans la constitution et dans la communication qui était encore un petit peu étonnante. On a même vu dans la communication pour Boutaïd, on nous a vanté depuis son arrivée, il reste, il travaille bien et comme tu disais Clément, fin décembre, mais il a bien travaillé, il est à l'entraînement, on voit des bonnes choses et c'est là comme ça. Et en fait, là, dans l'interview qu'on avait cette semaine, enfin la semaine dernière, début de semaine dernière en Paris-Normandie, il disait bah, son inactivité lui pèse. Donc, encore une fois, dans la communication, tu as des injonctions contradictoires dans la communication qui fait
qu'on ne comprend pas et qu'il n'y a pas de ligne, de cohérence. Mais c'était sûrement encore une imperfection de recrutement, comme pouvait le dire Paul Le Guen dans la vidéo destinée aux abonnés. On espère en tout cas que ces quelques éléments nous permettront de travailler un petit peu, espérer de voir un petit peu, voir justement un attaquant qui puisse marquer. On sait très bien que quand le Havre a été en forme, c'est toujours avec un attaquant qui était au moins à 15 buts. Cette année, on en était très très loin. Et qu'on puisse prendre du plaisir tout le long de la saison, comme on a pu le voir de manière sporadique. Il faut aussi que Le Guen change un petit peu son fusil d'épaule. Il n'est pas chercher des mecs qui n'ont pas joué depuis 10 ans. Mais plus, du low cost, ok, mais il y a des joueurs en bas qui ont faim, des mecs de N1, de N2 qui ont faim, des mecs qui ont le talent pour jouer aussi. Moi, je pense par exemple à un mec comme Thomas Robinet qui joue à Laval, qui est hyper bon. Des mecs comme ça qui feraient pas tâche en Ligue 2, et c'est pas forcément des mecs qui vont demander des salaires de fou. Et plutôt qu'à d'aller prendre des ex-gloires comme Ben Arfa ou Nasri, ou des mecs qui n'ont pas foutu les pieds sur un terrain pendant un an, je pense que des mecs comme ça qui en veulent, des mecs qui sont encore assez jeunes, je pense que ça peut être plus intéressant et peut-être même moins cher que prendre des gars comme ça, quoi. Mais bon, après, voilà, j'espère que Le Guen va changer un petit peu son axe de recrutement, peut-être un peu moins bosser avec les agents, un peu plus travailler avec un réseau de recrutement français, quoi. Des mecs, et surtout sur les profils, on en revient encore à ça, mais des profils, des mecs qui en veulent, des mecs qui veulent faire grandir le club. Et c'est fini pour ce soir, nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver sur l'antenne de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% C'est les Marines du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manoury et Sylvain Geffroy. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes, et en attendant, allez le hack et allez le Havre. Merci.